Saga Storyfy présente Comment je n'ai jamais réussi à attraper le Père Noël, écrit par Laurence Labbé, lu par Nicolas Brett-Morel. Comment je n'ai jamais réussi à attraper le Père Noël. Roman humoristique. Chapitre 1. Le couple Lachance emménage à Trou. Dans une jolie clairière au détour d'une voie peu fréquentée, la bourgade de Trou rassemblait quelques habitations et petits commerces. Située entre deux villes importantes à moins de 3 heures de route de la capitale, y accéder par le train relevait de l'inconscience. En théorie, 2 rames desservaient Trou chaque jour, mais en pratique, la plupart des conducteurs oubliaient cet arrêt. De plus, des travaux engagés depuis longtemps pour faire correspondre la largeur du quai avec le gabarit des nouveaux wagons avaient fait de la gare un champ de bataille. Son accès était même parfois fermé au public. Aussi, les trouillards finirent-ils par la déserter. Madame et monsieur Lachance, tout juste mariés, achetèrent à Trou une fort jolie maison qui ressemblait à toutes celles de l'endroit. Grande, 2 étages, 3 cabinets de toilette, 2 salles de bain, un double salon et son inévitable cuisine américaine. Un beau jardin l'entourait et une haie de troène taillée au cordeau par monsieur Lachance la protégeait. La tondeuse à gazon faisait régulièrement son œuvre sur la pelouse. Alors l'odeur de l'herbe fraîchement coupée envahissait la demeure, ce qui avait pour effet de réveiller la libido de madame. C'est donc après une de ces séances de jardinage que fut conçue la petite Lisa, mais nous y reviendrons. Après avoir brillamment terminé ses études scientifiques sans avoir compris comment, Bernadette avait accepté la condition d'épouse sans se poser de questions. Monsieur, qui se destinait à une carrière de chercheur, aurait dû s'interroger sur le sens de certains événements. Par exemple, l'arrivée de Bernadette à la cérémonie de mariage avec plus d'1 heure de retard, vêtue d'un pantalon noir et d'une chemise orange. Ce n'est que plus tard qu'elle lui avoua la vérité. « C'était à cause du fer à repasser, chérie. »« Mais une robe de mariée ne se repasse pas. »« J'ai voulu essayer pour m'entraîner. »« T'entraîner ? Ben oui, à repasser. Je n'avais jamais fait. Ma mère ne voulait pas que je touche au fer. »« Et ? » ?»« Eh bien, elle a brûlé. »« Qui, ta mère ? » ?»« Mais non, voyons, chérie, la robe. »« Le jour de notre mariage ? T'aurais pu attendre un peu. » Cet incident pour le moins révélateur aurait pu mettre la puce à l'oreille de Bertrand Lachance, tout comme celui qui se produisit lors de leur lune de miel passée au Chili. Le directeur de laboratoire de monsieur Lachance avait offert à son tout jeune chercheur, en cadeau de noces et de bienvenue, un passe-droit pour le nouveau télescope ultra-secret de San Pedro de Atacama. Cette visite de la base d'observation chilienne était un rêve commun au couple. Il fallut parlementer en espagnol avec le responsable, persuadé qu'une femme ne pouvait s'approcher du grand télescope. Avec force gesticulation, il assurait que les foudres du ciel et tous les dieux de l'Antiquité réunis se déchaîneraient contre la station scientifique, voire même le pays, l'univers tout entier, si on laissait faire une chose pareille. Finalement, on maîtrisa le chercheur chilien devenu fou, et Bernadette Lachance s'avança. C'est alors que, sous le coup de l'émotion, son pied gauche se croisa avec le droit. Elle partit en avant comme un obus et par réflexe se rattrapa à l'objectif. Après ce sauvetage in extremis, elle reprit son souffle et mit son œil là où on lui avait indiqué. « Je ne vois rien, affirma-t-elle. « Ouvre ton œil devant la lunette et ferme l'autre, lui rétorqua son mari, qui commençait à la cerner. « Ah oui, mais mon chéri, je t'assure, je ne vois rien. » Monsieur Lachance prit la place de sa femme et constata avec stupeur que l'engin, en parfait état de marche quelques minutes plus tôt, affichait à présent un noir intersidéral. Et il comprit aussitôt qu'il était temps de mettre fin à l'expérience et de quitter les lieux au plus vite. Ce fut quasiment la seule, et en tout cas la plus inexpliquée panne du grand télescope de San Pedro de Atacama. Le reste du séjour se passa sans incident majeur. À l'hôtel, les Lachance se faisaient servir. Ils firent des excursions dans des paysages grandioses, testèrent quelques positions inédites pour eux, et arriva la fin de la semaine. Au retour, ils emménagèrent à Trou.
Ce week-end-là, les déménageurs envahirent la maison puis se retirèrent, comme la marée, laissant meubles, vaisselle et linge rangés exactement comme madame l'avait demandé, et le couple échoué sur le canapé, au milieu du salon, exténué. Ils avaient longtemps observé le ciel constellé d'étoiles par la baie vitrée, comme déjà nostalgiques du Chili, qui serait d'ailleurs la seule aventure notoire de leur vie commune, si on accepte Lisa, qui n'était pas encore née à l'époque. Le dimanche, deuxième jour de leur existence à Trou, monsieur réalisa son second plus grand rêve après le Chili, tailler les haies et tondre la pelouse. À cette occasion, il découvrit non pas une constellation inconnue, mais l'effet de l'odeur de l'herbe coupée sur la libido de Bernadette. L'expérience se termina par une partie de jambes en l'air imprévue, mais un peu trop classique au goût de madame. Tiens, tu paraissais plus en forme au Chili, constata-t-elle déçue. C'est vrai, mais le déménagement m'a fatigué. Et puis l'observation des étoiles, le mystère, le voyage m'excitaient. Moi aussi, admit madame. Nous n'aurons qu'à acheter un télescope. C'est ainsi que quelque temps plus tard, une longue vue rejoignait la tondeuse à gazon dans le hangar. Le lundi matin suivant l'emménagement, les éléments se liguèrent contre la pauvre épouse dès le réveil. Passons rapidement en revue les détails qui feraient désormais partie de son quotidien. Les chaussons et lunettes, contre toute vraisemblance, s'étaient mystérieusement évaporés dans la nuit. Elle se faisait ensuite assommer par des objets sournois, pourtant rangés la veille de façon à contrer la loi de la gravité. Pendant que madame se débattait avec ses applications de la physique, monsieur partit à la douche. Arrivé dans la cuisine, Bernadette tourna en rond comme un chien cherchant à prendre possession des lieux, n'osant rien toucher. Voyons, que pourrais-je préparer pour le petit déjeuner? Enfin, elle s'enhardit et ouvrit un placard. Un paquet de pain demi-brioché en dégringola sur sa tête, ce qu'elle prit pour un signe. Elle glissa une tranche dans chaque fente, appuya sur un bouton. C'est alors que, de façon tout à fait inattendue, l'appareil émit à la fois odeur de tissu brûlé et fumée noire. Un torchon s'était vicieusement introduit dans l'appareil et prenait feu. Dans la panique, Bernadette saisit la bouteille d'huile confondue avec celle d'eau, transformant ainsi ses cheveux en une magnifique couronne de flammes. Monsieur, arrivé comme à point, parvint à éteindre l'incendie de sa femme en l'étouffant avec son peignoir. Bref, le premier petit déjeuner des Lachance fut assez réussi d'un certain point de vue que l'on qualifiera d'optimiste. Et il faudra désormais une bonne dose de cette vision des choses pour faire face au quotidien dans la jolie demeure de Trou. Ensuite, monsieur prit la voiture pour aller travailler, comme il le ferait chaque jour, du lundi au vendredi, les décennies qui suivraient, laissant la pauvre Bernadette aux prises avec une maison qui, elle en fut rapidement persuadée, était ensorcelée. La cuisine, pourtant magnifiquement conçue et dont les appareils sophistiqués fonctionnaient tous sur un mode opératoire classique et intuitif, était comme une jungle pour madame Lachance. On l'a compris, elle avait donc renoncé à griller du pain dès le premier jour. Mais pour elle, faire tourner la machine à laver était aussi compliqué que de superviser la traversée de la Manche en canoë d'un manchot. S'habiller, à peu près aussi complexe que l'organisation d'une rencontre entre le président de la Corée du Sud et celui de la Corée du Nord. Pour préparer un repas, elle essayait de mettre en œuvre les méthodes de planification en vogue dans les plus grandes multinationales, sans succès. Toutes ces tentatives se soldaient en échec. Et pour ce qui est du timing, la machine, finalement mise en route au mauvais moment, le dîner brûlait pendant qu'elle se débattait avec l'étendage du linge, et son maquillage avait coulé et avait dû être refait 2 fois. Bref, il se produisait toujours un cataclysme pour perturber l'ordre prévu des événements. Pour faire les courses, c'était donc, comme vous vous en doutez, une véritable expédition. La première fois, elle était allée en voiture dans l'hypermarché d'une ville voisine, mais ça ne s'était pas très bien passé. De retour avec un chariot archi-plein, persuadée de s'être garée en place P2B11, elle avait constaté que son véhicule s'était transformé en une Porsche. Non que le modèle lui déplut, mais ses clés devaient ouvrir un espace bleu marine. Bernadette paniqua, courut de droite et de gauche avec son chariot, les surgelés commençaient à couler, mais point d'espace bleu marine. Rien, nada, du vent, paix de lapin. C'était sûr, on le lui avait volé.
Madame Lachance se trouvait au bord de l'hystérie quand une âme charitable, pensant qu'une ambulance serait nécessaire pour embarquer la forcenée, appela le gardien. Ce dernier faisait la sieste car il avait dansé dans une boîte antillaise très chaude jusque tôt le matin et devait recommencer le soir même. Aussi, n'avait-il pas l'intention de se laisser enquiquiner par une bourgeoise névrosée qui ne savait même pas relever un numéro de place de parking. Monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous appeler la police supplia l'emmerdeuse. Pas question. Mais je me suis fait voler ma voiture pleurnicha Bernadette. Elle imaginait déjà la tête de Bertrand lorsqu'il apprendrait que son espace tout neuf avait disparu. Bon, vous allez dégager de là rapidement, hein? J'ai du boulot, moi. Les courses étaient en train de se liquéfier, elle se mit à pleurer. Alors une fourgonnette orange cabossée de partout s'arrêta devant la pauvre femme perdue et son chariot dégoulinant. Un type vêtu d'un survêtement crasseux, doté d'une barbe avancée où fourmillaient quantité de petites choses non identifiables, en sortit. Ben alors, la petite dame, en panne? Vous allez où? On m'a volé ma voiture, sanglota Bernadette. Ben alors, je vous emmène. Faut pas vous mettre dans des états pareils. Je préférerais retrouver la voiture de mon mari. Oui, mais moi, voyez, je ne suis pas devin, alors votre voiture, je ne la trouverai pas, répondit l'homme qui, pour sale, n'en était pas moins plein de bon sens. Mais si vous me donnez votre adresse, je peux essayer de vous y emmener. Enfin, à moins que vous ne préfériez qu'on prenne un peu de bon temps sur la route, hein? Bernadette fondit en larmes, inondant le seul chemisier blanc qui avait réussi à résister à la lessive et au fer à repasser, ne pouvant se moucher puisque cramponné à son chariot comme une moule à son rocher, un peu de morve se répandit dans sa jolie chevelure blonde. Oh, ça va, hein, je plaisantais, fit l'homme en ouvrant le coffre. Allez, collez-moi tout ça là-dedans et on y va. Les portes du véhicule claquèrent en le faisant bouger de partout. Et il régnait à l'intérieur une odeur de renfermé moisi et de tabac froid. Alors, on va où? Trou. Trou? C'est quoi ça? Vous ne connaissez pas Trou? Et pourquoi je devrais connaître? Vous êtes sûr que c'est bien ça le nom? Je sais où j'habite quand même. C'est à 10 kilomètres d'ici à peine. Je suis dans le coin depuis 30 ans, je n'ai jamais entendu parler de votre trou. Bon, ben, déposez-m'y et ça ira comme ça. Indiquez-moi donc le chemin et ça ira comme ça, rétorqua-t-il narquois. Quelle idée d'habiter dans ce trou, avait-il marmonné en conduisant à travers les bois. Vous ne voudriez pas ouvrir votre fenêtre? Cette odeur est insupportable. Oh, ça va, je me suis lavé il y a une semaine. Par contre, si vous êtes sensible du blaire, vos courses, là, c'est beau acheter, hein. Elle s'était recroquevillée sur son siège et s'était contentée d'indiquer le chemin jusqu'à Trou. Contre toute attente, le hippie avait porté ses paquets jusque chez elle de façon tout à fait galante. Elle l'avait ensuite violemment repoussé, imaginant que son odeur pourrait s'incruster dans les murs de la maison s'il franchissait le seuil. Monsieur avait dû réclamer une voiture de remplacement à l'assurance et déposer plainte. Quelque temps plus tard, le véhicule avait été retrouvé sur la place P3B11 du parking du supermarché. Volé, hein? Fit monsieur à madame. Il dut retourner au commissariat pour admettre son erreur et annuler sa déposition. L'assurance lui factura l'opération. De ce jour, il fut tacitement convenu que monsieur serait le seul conducteur de la voiture. Après cet incident, il prit pleinement conscience de l'ampleur de la catastrophe Bernadette, et enferma la tondeuse à gazon, le télescope, la voiture et tout ce qu'il pouvait sauvegarder qu'il avait jusqu'à présent échappé aux mains destructrices. Il cacha soigneusement les clés de l'abri de jardin et du garage dans un endroit connu de lui seul. Bernadette devait donc faire ses courses à pied, à la petite supérette du coin, où il n'y avait pas beaucoup de choix. De toute façon, pour ses compétences en travaux ménagers et culinaires, ça irait. Bien sûr, il lui arrivait d'oublier sa carte bleue à la maison et de se retrouver démuni à la caisse. Bref, la liste des catastrophes chronophages qui la poursuivaient était sans fin, et ses journées une longue succession de déboires. Ces mésaventures quotidiennes forçaient l'esprit scientifique de Bernadette à ériger des règles très strictes, mais rien n'y faisait. Elle s'obstinait à ne jamais prendre de risques et malgré tout, la maison restait un espace envahi de dangers. Bertrand rentrait de plus en plus tard et mangeait souvent au travail.
Déjà célèbre des pompiers, la demeure des Lachance devint une étape habituelle lorsqu'ils adoptèrent un chat espiègle qu'ils baptisèrent Gaspard, car il ressemblait à un gros rat. Au lieu de chasser ces animaux, le félin appréciait de grimper aux arbres. Une fois arrivé en haut, il miaulait à la mort jusqu'à ce que le brigadier des pompiers, Gérard, bel homme qui avait des vues sur Bernadette, vienne le déloger. Mais Gérard avait dit un jour à madame Lachance qu'il ne savait pas se servir d'un télescope. Il avait par ailleurs une aversion certaine pour les travaux de jardinage. Pour ces deux raisons, il était hors de question que Bernadette cède à ses avances. Pourtant, monsieur, chercheur en passe de devenir confirmé, prenait chaque jour sa voiture pour aller travailler dans la capitale, et madame aurait pu être tentée par une aventure. Mais elle ne voyait pas les journées passées faisant partie de ces personnes qui, comme on dit, arriveraient à se noyer dans un verre d'eau. Les événements se succédaient à un rythme hallucinant, dans sa maison pourtant pratiquement identique à toutes celles de Trou. Les éléments se déchaînaient et se liguaient sans cesse pour l'empêcher de réaliser de façon ordinaire des tâches aussi simples que de se coiffer ou prendre sa douche. Le reste du temps, ils allaient au restaurant, au cinéma et rentraient à la maison. Monsieur n'avait aucune envie de devoir, pendant le repas ou la soirée, sauver son épouse des attaques persistantes des appareils ménagers. L'aider à chercher ses clés, lunettes, téléphone avant de sortir était un moindre mal. Le samedi soir, il s'installait dans le jardin ou derrière la baie vitrée du salon pour une séance d'observation du ciel, à la suite de quoi Bertrand tentait de persuader Bernadette que la meilleure façon de voir les étoiles était qu'elle se penche sur un ustensile qu'il détenait personnellement et se dépliait de façon optimum à l'approche de la lune. Ces démarches n'aboutissaient pas toujours. Mais le lendemain, monsieur taillait ses troènes et tondait la pelouse, ce qui achevait de convaincre l'épouse, traumatisée par une semaine horriblement dangereuse, jusqu'alors un peu récalcitrante, que les arguments du samedi soir de Bertrand Lachance étaient bien fondés. Bref, la vie de notre couple Lachance, réglée et ponctuée de ces rides et catastrophes auxquelles on s'était habitué, fut encore perturbée par une très heureuse nouvelle. Bernadette apprit qu'elle était enceinte. Chapitre 2. Lisa. La famille, déjà composée de madame, monsieur et le chat Gaspard, s'agrandissait. La vie devint encore plus compliquée. Bernadette avait jusque-là bien du mal à s'occuper d'elle-même et de la maison. Il fallait à présent faire face aux contraintes d'organisation qu'impose la présence d'un bébé, si sage et intelligent soit-il. En effet, dans sa première année, la petite fille se révéla charmante, adorable et très éveillée, tout en n'étant pas trop remuante. Heureusement pour sa mère qui, dès qu'elle rampa, la cherchait déjà sans arrêt, dans la maison alors qu'elle était au jardin, et inversement, en bas quand elle se trouvait en haut. Dans un éclair de génie, Bernadette fit l'acquisition d'un chien que l'on nomma Apollon, et qui fut une véritable trouvaille. Il suivait Lisa partout et aboyait, ce qui permettait à sa pauvre mère d'éborder de la localiser. La petite avança à quatre pattes très tôt et se mit à marcher à 10 mois, ce qui rendait très fiers ses parents, mais exténuait madame. Aussi grâce à Apollon qui empêcha Lisa de glisser sa tête dans le four lorsqu'il ne le fallait pas, de patouiller dans la litière du chat et de manger les asticots du jardin, cette année se déroula comme toutes les premières années de tous les bébés de la bourgade de Trou. Lisa, qui était très observatrice, ne tarda pas à se rendre compte de certaines choses. Par exemple, sa mère avait quelques problèmes d'intendance et son père fuyait la maison aussi souvent que possible pour échapper au raz-de-marée provoqué par son épouse. En conséquence, la petite en déduit que ses parents étaient incompétents et qu'elle devait se prendre en charge elle-même pour survivre aux cataclysmes environnants. Elle évitait sa mère en compagnie du chien et du chat qui aussi se méfiaient de la maîtresse de maison. Au mieux, ils avaient fait l'expérience de siestes troublées par la chute de différents objets lourds que cette satanée loi de la gravité propulsait au sol. Au pire, valait mieux ne pas savoir. Bernadette avait donc une nouvelle malédiction à gérer. Lorsqu'elle avait retrouvé ses lunettes, elle avait perdu Lisa. Lorsqu'elle retrouvait sa fille, le chat était grimpé dans l'arbre.
L'adjudant arrivait et par miracle, il retrouvait Lisa, aidait le chat à descendre, se répandait en compliments sur le teint de madame Lachance et la tenue parfaite de la maison. Là, c'était un peu trop, donc il se faisait rembarrer vertement, n'ayant pas manifesté de goût pour l'astronomie et le jardinage. Et puis Bernadette admettait facilement les flatteries sur son physique. Par contre, elle n'était pas assez cruche pour imaginer un seul instant que l'on puisse être sincère en lui parlant de la tenue parfaite de sa maison, endroit qui témoignait des problèmes quotidiens qu'il lui fallait gérer. Sans cesse, soit le frigo ou la machine à laver en panne avait déversé des litres d'eau au sol, ou un appareil électrique qui avait court-circuité et noirci le mur, un rat qui avait mangé les fils, le chat qui avait mangé le poulet, et le chien qui avait pataugé dans l'eau et en avait fichu partout. Mais la petite Lisa grandissait en ravissant ses parents. Joli bébé blond aux yeux bleus, au regard curieux et intelligent, elle suscitait l'admiration des trouillards lorsque sa mère la promenait. Qu'elle est gracieuse, disait-il. Oh oui, elle est très éveillée. Ça se voit, une bien belle trouillarde, cette petite. On en fera quelque chose. Ça, c'est à voir. Néanmoins, Lisa n'était pas aussi enthousiaste concernant sa mère. Elle se tenait le plus loin possible de sa génitrice. Depuis que cette dernière l'avait poussée trop fort de la balançoire et que l'événement lui avait valu une séance de suture à l'hôpital. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.